L'iode, cet élément si essentiel dont on manque tant. Saviez-vous que l'iode joue un rôle essentiel, fondamental dans notre santé, bien au-delà de la fonction thyroïdienne? Pourtant, une immense majorité de la population mondiale en manque, souvent sans le savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de l'iode, cet oligo-élément essentiel. Quels sont tous ses rôles? Pourquoi on en manque? Quelles sont les conséquences sur toute notre santé de ces manques d'iode et comment y remédier? Cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais vraiment, tous les points sont intéressants à connaître et j'ai le plaisir de vous partager ce sujet aujourd'hui. Bienvenue à tous, je suis Florence, praticienne en micronutrition. Dans cette chaîne, je vous aide à prendre soin de vous, de votre fonctionnement, de vos habitudes de vie. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai le plaisir aussi de vous inviter à rejoindre ma lettre avec un petit cadeau de bienvenue qui s'appelle les 5 règles d'or pour embellir sa santé. Vous avez la possibilité de le télécharger sous la vidéo. Dans cette vidéo, je ferai référence au livre du docteur Vincent Reliquet qui s'appelle Les pouvoirs de l'iode, qui est un excellent livre aux éditions Très Daniel. Je n'ai pas d'intérêt financier à proposer ce livre, vous allez pouvoir le trouver dans n'importe quelle librairie, en boutique ou en ligne. Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il va vraiment aller très loin dans les explications de l'iode, pourquoi elle a été diabolisée, pourquoi il a été diabolisé ce dernier siècle, pourquoi donc on n'en parle pas, et pourtant tous ces nombreux rôles, voilà pourquoi on en manque. Il y a énormément de documentation dans ce livre. Je vais vous faire un résumé autant que possible dans cette vidéo, même si elle va être longue. Et bien sûr, vous pourrez lire le livre. Je vous invite à le faire si ce sujet vous intéresse. Dans cette vidéo, on va voir d'abord les rôles de l'iode, les conséquences de la carence en iode, la carence dans le monde, pourquoi on a cette carence, quelles en sont les raisons, et donc où trouver l'iode dans l'alimentation ou en complémentation, et enfin je parlerai des dosages et du cas de l'allergie, on va voir cela. Ce n'est pas forcément le cas, vous allez comprendre après. Donc d'abord, voyons les nombreux rôles de l'iode dans le corps qui vont bien au-delà de la fonction thyroïdienne, qui sont souvent méconnus, inconnus. D'ailleurs, l'iode, souvent, les gens ne savent pas qu'ils en manquent, ne savent pas comment faire, pourquoi, comment. Donc ça mérite vraiment d'être un sujet qui se partage. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et donc dans les rôles de l'iode, on va voir qu'il y en a de très nombreux et qui sont très importants. Et pourtant, beaucoup de personnes manquent d'iode. D'abord, l'iode est un composant majeur pour la fabrication des hormones thyroïdiennes, donc pour la fonction thyroïdienne. Après, dans les conséquences, je vais développer chaque point. L'iode est un élément crucial pour le développement du cerveau et du système nerveux dès le fœtus, donc dans le ventre de la maman et dans les plus jeunes années, dans les premières années de la vie d'un humain. Donc c'est vraiment très important pour tout ce qui est cérébral et système nerveux. L'iode est également un élément clé du métabolisme parce qu'il influence la production d'énergie. Il est un élément clé de la santé cardiovasculaire. Il influence le taux de cholestérol, il influence le rythme cardiaque, la tension artérielle. Il influence aussi l'équilibre hormonal en activant tous les récepteurs aux hormones, en régulant aussi la production d'œstrogènes dans les ovaires. L'iode est un élément, on l'apprend bien dans le livre, qui a des effets anti-cancer, notamment cancer du sein, anti également kyste au sein. D'autres formes de cancer sont mentionnées aussi, comme le cancer de l'estomac, le mélanome. L'iode est un élément très intéressant pour le système immunitaire. Il a des effets antiviraux, antibactériens, antifongiques. L'iode protège également contre les radiations. Il aide à éliminer tous les halogénés toxiques du corps comme le brome, le chlore et le fluor. Et puis il a d'autres fonctions que le livre mentionne, comme par exemple diminuer les besoins d'insuline des diabétiques et être favorable à la synthèse des protéines. Donc quand on voit tous ces rôles, on comprend qu'il va y avoir plein de conséquences possibles du manque d'iode. Alors on commence bien sûr avec le ralentissement de la fonction thyroïdienne, l'hypothyroïdie qui peut être diagnostiquée médicalement selon le cas, si on arrive à un stade qui fait que ça devient un peu critique. Mais en deçà de ce stade critique, on va pouvoir avoir un ralentissement thyroïdien et donc toutes ces manifestations que vont être par exemple la fatigue, la frilosité, les extrémités froides, le ralentissement cérébral, le moral qui va être plus ou moins haut ou bas selon les moments, des problèmes de gestion des émotions, la rétention d'eau, la constipation, les problèmes digestifs divers et variés, la prise de poids, la peau sèche, on va pouvoir avoir la voix rauque, de l'hypo ou de l'hypertension selon le cas, des douleurs articulaires qui peuvent arriver parfois, une faible immunité,
des problèmes du rythme cardiaque, les conséquences d'une baisse de la fonction thyroïdienne sont multiples, puisque la thyroïde est vraiment un élément majeur de notre fonctionnement. Donc déjà, ces premières conséquences sont très vastes, mais on va voir que ce ne sont pas les seules. Quelque chose qui est peu connu et qui mérite de l'être, c'est le fait que la carence en iode est souvent une cause principale d'apparition de nodules et ou de goitres. Et ça, c'est peu connu malheureusement. Donc c'est vraiment à pointer du doigt, sachant que beaucoup de personnes ont une carence en iode et qu'à l'époque, quand on parlait du goitre, quand à l'époque, je dis vraiment il y a longtemps, quand il n'y avait pas les transports de poissons dans les régions montagneuses, ces régions-là, on appelait ça, vous savez, les crétins des Alpes, le crétinisme, qui est une grosse baisse du QI, parce qu'on va le voir que l'iode a un impact immense sur tout ce qui est coefficient intellectuel, parce que tout le cerveau est impacté par l'iode. Et donc, dans les régions qui étaient peu approvisionnées en iode, il y avait le crétinisme et les goitres. Les goitres parce que les gens manquaient d'iode. Donc, vous voyez, si on cherche il n'y a pas si longtemps, on voit qu'il y avait déjà des explications à tout cela. Donc, il va y avoir tout ce qui est trouble de la croissance de l'enfant et du développement cérébral de l'enfant. Donc, si une maman, pendant qu'elle est enceinte, une future maman, manque d'iode, les conséquences sont potentiellement graves puisque ça va impacter négativement, ça va ralentir le développement cérébral et nerveux du fœtus et ça ralentira ensuite le développement cérébral de l'enfant, abaissant son coefficient intellectuel. Selon d'ailleurs une étude de l'UNICEF qui a montré qu'on avait une réduction de 10 à 15 points du QI dans les populations les plus carencées en iode. Donc le gros point à souligner qui est encore malheureusement pas assez connu pour toutes les personnes qui veulent faire un enfant, complémentez-vous en iode parce que cela va impacter énormément déjà votre enfant mais aussi vous. Vous allez ainsi mieux supporter le fameux postpartum, vous allez être moins fatigué et votre enfant il va mieux se développer. Si vous avez une carence en iode pendant la grossesse, vous allez avoir un risque accru de fausse couche, un risque accru d'anomalie congénitale, un risque accru de retard de croissance, de retard de développement, de retard de QI, de coefficient cérébral de l'enfant, un risque accru aussi de naissance prématurée, un risque accru de goitre du nouveau-né, de crétinisme, donc de retard intellectuel de l'enfant, hypothyroïdie du nouveau-né, retard de croissance de l'enfant. Alors il y a plein d'autres conséquences. Le docteur Vincent Reliquet parle aussi d'une sensibilité accrue de la thyroïde aux radiations nucléaires, de troubles cardiovasculaires, notamment l'arythmie, les troubles du rythme cardiaque, des problèmes plus de risques d'hypo ou d'hypertension. Il y a beaucoup d'autres problèmes potentiels, notamment sur les maladies, sur la peau plus sèche, on l'a vu, donc pour tout ce qui est aussi conséquences du ralentissement thyroïdien. Et donc, quand on voit toutes ces conséquences, ça fait un petit peu peur parce que quand on sait que la carence en iode est partout, on se dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et la carence en iode, donc parlons-en, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 2 milliards de personnes dans le monde sont touchées par la carence en iode, soit 30% de la population. Avant, on parlait surtout des régions montagneuses qui étaient les populations les plus touchées par la carence en iode, parce qu'on va le voir après dans les aliments, il y avait des aliments comme les produits laitiers, les œufs qui pouvaient être riches en iode. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, c'est surtout la consommation de produits de la mer, on le verra après, qui peut nous aider à être moins carencés, en tout cas en iode. Mais aujourd'hui, la carence se développe beaucoup et on va voir tout ça, pourquoi on est carencé en iode. Mais en tout cas, les populations quand même aujourd'hui les plus touchées sont les populations végétariennes. Et ceci dit, je n'ai rien contre les végétariens, c'est juste une réalité, puisque ces populations-là ne consomment pas du tout de produits de la mer. Je parle surtout des véganes en réalité, parce qu'il y a des végétariens qui consomment des produits de la mer, mais vraiment les végétaliens et aussi les femmes enceintes qui ont des besoins accrus en iode pour la fabrication de leur fœtus justement. Et donc, voyons pourquoi. Souvent, les personnes me disent, mais alors pourquoi on est carencé en iode ? Normalement, l'alimentation devrait suffire. Mais il y a des explications à cela. Et déjà, première chose, c'est que les sols dans le monde aujourd'hui, on le sait, sont quand même assez appauvris. Alors, quand je regarde à droite ou à gauche, c'est que je réfléchis en même temps. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire récemment d'une personne qui pensait que je lisais des prompteurs. C'est pour ça que je regardais à droite. Alors, ça m'a fait beaucoup rire, cela dit en passant, parce que je suis dans mon bureau là et je n'ai pas le luxe de me payer des prompteurs suspendus au plafond. C'était une petite parenthèse humoristique. Donc, en tout cas, voilà, je réfléchis quand les yeux se tournent à gauche et à droite. C'est quelque chose de connu d'ailleurs en PNL. Donc, les sols aujourd'hui sont appauvris. On sait que voilà des millions d'années de pluie, comme l'explique le docteur Vincent Reliquet,
on appauvrit ces sols en iode. Donc aujourd'hui, seuls essentiellement les produits de la mer vont en contenir de façon différente, on va le voir. Puis on va voir qu'il y a des raisons aussi qui font qu'on fixe moins cet iode, même s'il est un peu présent. Dans les produits de la mer, ce sont essentiellement les mollusques, les crustacés et les poissons sauvages. Les poissons sauvages sont plus riches en iode que les poissons d'élevage. Et c'est une des raisons qui explique la carence en iode, même chez les personnes qui consomment du poisson, parce que la majorité du poisson que nous consommons est du poisson d'élevage. Or, l'alimentation donnée à ces poissons d'élevage n'est pas riche en iode, contrairement à l'alimentation des poissons sauvages qui se nourrissent de plancton, de mollusques, de tout ce qui est produit de la mer, et qui est donc beaucoup plus riche en iode. Donc, on a un appauvrissement aussi parce que nous mangeons des poissons d'élevage. Après, il y a des poissons qui contiennent plus d'iode que d'autres. Par exemple, les poissons gras en contiendront plus, mais il faut voir s'ils sont des poissons gras d'élevage ou sauvages, encore une fois. Il faut voir une chose aussi, c'est que l'iode est très fragile. Elle est très fragile, elle peut s'évaporer dans l'air, elle peut être perdue. Enfin, je dis il ou elle, l'iode, en fait. Bon, ça, excusez-moi sur cette incohérence, je ne sais plus si on dit il ou elle pour l'iode, mais peu importe, ça ne me paraît pas très important. Il peut s'évaporer, il peut donc être perdu lors des transports, lors des temps de conservation, dans la cuisson. Donc ça fait aussi une raison qui fait que c'est un étant très fragile, on va pouvoir en manquer, même si l'aliment de base pouvait en contenir. Et puis une autre raison aussi qui explique ce phénomène mondial de carence en iode, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez certainement, on est assailli de perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens, malheureusement, ils vont interférer sur la fixation de l'iode, ils vont occuper la place des sites récepteurs de l'iode et perturber ainsi son assimilation. Ça, c'est vraiment un phénomène aujourd'hui qu'on a identifié. Et puis après, il existe aussi des aliments goitrogènes. J'en avais parlé une fois dans une vidéo à part. Les aliments goitrogènes, je ne conseille pas forcément de les supprimer parce que ce sont souvent de bons aliments. Alors, il y a toute la famille des crucifères, les choux, brocolis, les oignons, l'ail, le soja également, le millet, le sorgho. Il y a également la patate douce qui est un aliment intéressant. Vous avez beaucoup d'aliments goitrogènes. L'idée n'est pas de les supprimer. L'idée va être plutôt d'optimiser son apport d'iode. Ça sera beaucoup plus intéressant que de supprimer ces pauvres aliments qui interfèrent effectivement un petit peu avec l'utilisation de l'iode par la fonction thyroïdienne. On a d'autres raisons identifiées aussi dont parle le docteur Vincent Reliquet dans son livre de façon bien expliquée et bien documentée surtout. Ça va être par exemple la présence de chlore dans l'eau du robinet, la présence de chlore dans les salades en sachet qui sont rincées à l'eau chlorée, la présence de brome qui est un des halogénés qui va perturber l'iode. On le trouve un peu partout, notamment dans de nombreux médicaments qui vont ainsi interférer avec la fixation de l'iode. Et puis aussi, dernière mention qui peut expliquer la carence en iode, c'est que à une époque, on avait rajouté de l'iode dans le sel, vous savez, le sel iodé qui est un sel artificiel. Et aujourd'hui, on en est sorti, ça existe de moins en moins et on va voir que ce n'est pas forcément une bonne solution. Alors voyons maintenant où trouver l'iode. On va parler d'abord de ce fameux sel iodé qui a été longtemps une consommation partout et qui faisait que les statues en iode étaient à peu près préservées. Alors le docteur Vincent Reliquet vraiment indique que ce n'est pas une bonne idée. Il dit que c'est une fausse bonne idée puisque déjà en se basant sur la consommation d'un sel iodé pour avoir un statut en iode correct, on va augmenter sa consommation de sel parce que pour avoir un bon apport en iode, il faudrait consommer beaucoup de ce sel-là qui, soit dit en passant, est un sel artificiel. Donc qui dit augmentation forte de la consommation de sodium dit aussi effet négatif sur la santé. Donc de ce point de vue des GNAS, c'est pas très intéressant. Ensuite, il explique aussi que ce sel va vraiment très facilement s'évaporer parce que souvent on le garde longtemps dans des salières. En plus, le revêtement d'une salière, si vous utilisez une salière par exemple en métal, va interférer avec l'iode. Et puis cet iode va s'évaporer parce qu'il est donc conservé longtemps. Et enfin, cette forme d'iode et du iodure de sodium ne convient que à la fonction thyroïdienne dans le corps et non à tous les autres organes, à toutes les autres fonctions dont il est question, notamment les seins, si on veut préserver sa santé au niveau des seins et éviter le cancer du sein par exemple. Alors ensuite, on a les algues, mais je parle vraiment des algues et des fonds marins. Ne pas confondre avec la spiruline. Vous êtes encore nombreux à penser que la spiruline est une algue qui contient de l'iode. Ce n'est pas le cas. La spiruline ne vient pas de la mer. C'est une cyanobactérie qui vient de l'eau douce. Donc les algues vraiment des fonds marins.
Ça marche pour augmenter ces taux d'iode. Et effectivement, pour les personnes qui sont adeptes du tartare d'algues, par exemple, ça fonctionne bien. Ceci dit, il y a quand même des inconvénients. Déjà, c'est que ces algues aujourd'hui sont malheureusement riches en métaux lourds. Et on sait que les métaux lourds sont aussi problématiques à de nombreux niveaux dans la santé et aussi interfèrent avec la fixation de l'iode. Et puis aussi, la teneur en iode de chacune des variétés d'algues est extrêmement fluctuante. Vous allez avoir des variétés d'algues qui sont très pauvres et d'autres qui sont extrêmement riches. Et alors, il faut un petit peu se faire une documentation. C'est assez compliqué, en fait, d'être sûr de son apport d'iode, qui ne soit pas insuffisant et pas non plus en excès, avec la consommation d'algues, parce qu'il faut vraiment analyser chaque variété et être sûr qu'on n'est ni en excès ni en déficit. Donc voilà, ça peut être une option, ceci dit, si vous aimez ça, mais pensez aussi donc à soigner la qualité de ce que vous achetez pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de métaux lourds et à faire des dosages, on va en parler après régulièrement, pour voir que vous ne soyez pas non plus ni en déficit ni en excès. Alors vous avez bien sûr tous les crustacés, les mollusques, les poissons sauvages qui font partie d'une consommation possible, mais aujourd'hui je vous assure que par retour d'expérience après plusieurs années de pratique, je vois passer beaucoup d'analyses de personnes qui font un dosage de l'iode et l'iode est souvent manquant même chez des personnes qui consomment vraiment beaucoup de poissons. Encore une fois, il faudrait vraiment privilégier les poissons sauvages et ça c'est rare quand même, il faut le dire. Donc en tout cas, ça ne vous empêche pas de manger des poissons sauvages et des mollusques et des crustacés. On a également l'air marin qui est très intéressant. Alors on parle des océans, pas forcément la Méditerranée qui va être plus pauvre en iode, mais si vous allez respirer le grand air de l'océan, comme par exemple en Bretagne ou autres régions, autres coins autour de l'océan, vous allez sentir dans cet air, alors le docteur Vincent Reliquet explique que l'odeur caractéristique vient plutôt des algues et non de l'iode, mais on l'associe parce qu'on sent que ça nous fait du bien. Et d'ailleurs, nombreux sont les témoignages de personnes qui se sentent revivifiées lorsqu'elles passent un séjour autour de l'océan. Donc c'est un moyen aussi d'augmenter sa teneur en iode, son taux d'iode, parce qu'on l'inspire, on le respire, ça rentre dans notre corps. Et puis bien sûr, vous avez la complémentation en iode. Aujourd'hui, en santé fonctionnelle, en micronutrition, c'est un indispensable. Le docteur Vincent Reliquet, dans son livre, explique que c'est indispensable, selon lui, justement pour déjà corriger la carence en iode et puis aussi pour apporter tout plein de bienfaits, de bénéfices. Alors là-dessus, on trouve deux grandes formes d'iode. Le iodure de potassium, autrement appelé le Lugol, du nom du médecin qui l'avait trouvé, et également l'iode issu du kelp, qui est une algue, et qu'on va trouver en complément alimentaire. La dose légale que vous trouverez partout, c'est 150 microgrammes d'iode par jour. Selon le docteur Vincent Reliquet, c'est extrêmement minimisé. Voilà, il explique tout ça dans son livre. Je ne vais pas trop développer. Après, si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre. Mais en tout cas, c'est la dose sur laquelle on va se baser pour une complémentation. On trouve de l'iode également sous forme souvent de kelp dans des compléments alimentaires multivitamines, notamment ciblant la fonction thyroïdienne, des synergies comme j'appelle ça pour la fonction thyroïdienne. Vous allez probablement me poser la question, donc je vous mettrai des exemples en description, mais voilà, vous avez toutes les infos pour trouver cela si ça vous intéresse. Alors, pour toutes les personnes qui ont un traitement thyroïdien de T4, le médecin qui vous suit va vous dire qu'il ne faut pas prendre d'iode parce que ça va pouvoir interférer avec votre traitement, ce qui est le cas. Parce qu'en prenant de l'iode, ça risque d'améliorer naturellement votre fonction thyroïdienne et donc perturber le traitement qui devrait être revu à la baisse. Pour cela donc, moi, en tant que naturopathe, je ne peux pas vous donner de conseils dans une vidéo comme ça publique. Lisez, si vous le souhaitez, le livre du docteur Vincent Reliquet qui vous donnera son point de vue en tant que médecin. Lui, il estime qu'il faut quand même corriger la carence en iode, même quand on a un traitement thyroïdien. Voilà, donc ça, je vous laisse avec le livre du docteur et moi, je reste sur ma partie de naturopathie. L'idée de cette vidéo est plus de vous sensibiliser à l'importance de cet oligo-élément dans le corps. Et après, si vous êtes accompagné déjà, si vous êtes suivi médicalement, il faut quand même valider cela avec votre médecin. Je terminerai donc cette vidéo sur quel dosage. Je sais que vous allez être nombreux à me poser la question. Est-ce qu'on peut doser l'iode? Oui. Alors le dosage le plus fiable est dans les urines et notamment les urines de 24 heures. C'est assez contraignant. Il faut recueillir toutes ces urines pendant 24 heures et prélever un échantillon pour voir quel est le résidu d'iode dedans. Et là, vous verrez quand vous aurez le résultat de ce dosage. L'idée, en tout cas en santé fonctionnelle, qui optimise les statuts et qui ne se contente pas donc
doit juste être au-dessus du seuil de carence. Pour optimiser, on va viser d'être en haut de la fourchette. On peut aussi faire un dosage urinaire de l'iode du matin, ça s'appelle iodurie du matin. C'est aussi intéressant, même si c'est moins exhaustif que les urines de 24 heures. Et enfin, quant à l'allergie à l'iode, parce que beaucoup de personnes posent cette question-là, et d'ailleurs le docteur Vincent Reliquet le mentionne à un moment donné dans son livre, est-il possible d'être allergique à l'iode? Alors, il n'est pas possible d'être allergique à l'iode, c'est un oligo-élément qui ne peut pas générer d'anticorps dans notre corps. Là où il peut y avoir des allergies, c'est au contenant de l'iode, par exemple les crustacés, les mollusques, les poissons ou les produits radioactifs. Donc tout ça, ça va faire que vous allez pouvoir être allergique à un produit contenant de l'iode, mais ce n'est pas à l'iode en tant qu'oligo-élément que vous allez être allergique. En conclusion, je vous dirais donc que l'iode est vraiment un oligo-élément très important dans un accompagnement en naturopathie, en micronutrition. On va vraiment toujours s'intéresser à l'iode pour optimiser l'ensemble du fonctionnement. Il intervient même, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, dans la muqueuse de l'estomac pour qu'elle se refabrique bien. C'est un oubli, mais je l'ajoute maintenant. Donc, en tout cas, voilà, l'iode est vraiment très intéressant et souvent manquant. Donc, j'espère que cette vidéo vous inspirera. J'attends vos questions, vos réponses, vos témoignages dans les commentaires et je vous dis à très vite.